Donc, nous allons commencer notre dernière table ronde. Attendez, je sors le programme quand même. Hop, voilà. Donc, cette fois, nous allons donner la parole à de grands acteurs qui luttent contre l'islamophobie à partir d'une place institutionnelle et professionnelle, là où, au moment où c'est l'islam qui est visé en tant que religion ou vecteur de religion musulmane. Bon, alors ça revient vite à cibler des personnes, bien sûr, mais nous allons parler de lieux de culte et d'établissements scolaires notamment, et de mouvements musulmans qui sont visés, comme par exemple l'a été le mouvement des frères musulmans. Vous savez que la Ligue des droits de l'homme a pris position justement pour condamner, critiquer ce rapport qui a été rendu, qui a été demandé sur les frères musulmans. Donc déjà la demande elle-même était critiquable, la méthodologie l'était tout autant, et bien entendu les instrumentalisations politiques qui en ont été faites ont été catastrophiques. Donc ce soir, pour revenir sur comment les musulmans perçoivent et comptabilisent ces faits, ces agressions. Nous avons, pour nous accompagner, Monsieur Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, qui a été président du Conseil de 2008 à 2013, puis de 2020 à aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous représentez, le CFCM représente 1200 mosquées, et bien sûr que votre avis nous sera plus que précieux dans ce qui est notamment la mission du Conseil d'observer les actes islamophobes. Vous nous en parlerez bien sûr. Et que pourrez-vous nous dire de votre expérience des liens entre le Conseil français du culte musulman et l'État? L'État, c'est sous un autre angle que nous allons l'aborder avec maître Stéphane Guezguez, qui, lui, est avocat et défend des structures éducatives, collèges, lycées musulmans, qui sont des établissements déjà qui peinent énormément à obtenir un contrat avec l'éducation nationale. Et puis une fois qu'ils l'ont, pour quelques-uns d'entre eux obtenu, bien souvent ils subissent des contrôles et voire on leur retire cet agrément. Et je pense que Monsieur Guezguez aura plein de choses à nous en dire, et y compris en ce qui concerne quelques succès rencontrés dernièrement dans ces démarches devant la justice. Monsieur Moussaoui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité à cette rencontre, et à cette table ronde particulièrement. Effectivement, je suis actuellement coprésident du Conseil français du culte musulman, puisqu'il y a deux présidents, donc moi-même et Monsieur Ibrahim Alchi, donc qui était en déplacement à l'étranger. Le CFCM, comme vous le savez, il a été créé en 2003, après plusieurs années de concertation, de consultation, avec les responsables des lieux de culte notamment. Bien des expériences ont précédé la création du Conseil français du culte musulman. Ça se rappelle toujours de Kourif en 1989, puis la charte de l'islam de France ou des musulmans de France dans les années 90 avec Charles Pasqua. Et puis en 99, donc la consultation ouverte par Jean-Pierre Chevènement va aboutir donc après plusieurs années à la création du Conseil français du culte musulman. Dès sa création, le CFCM, donc pour simplifier, avait mis en son sein 11 commissions thématiques qui regroupent des sujets en lien avec la pratique
du culte musulman. Donc, il y avait bien sûr la formation des imams, la construction de mosquées, les aumôneries, les fêtes religieuses, etc. Mais il n'y avait pas de commission qui se chargeait de la lutte contre les actes anti-musulmans. Donc, à la création du CFCM, parmi les 11 thématiques, il n'y avait aucune qui était fléchée sur le suivi des actes anti-musulmans. En 2008, décembre 2008 exactement, le jour de la fête, la grande fête musulmane de la Eid al-Adha, 500 tombes de soldats musulmans morts pour la France ont été profanées. 500 tombes dans le cimetière de Notre-Dame de Lorette. Les 500 tombes avec des inscriptions type croix gammée, des insultes de l'islam et des musulmans. Et à côté des 500 tombes musulmanes, il y avait aussi une vingtaine de tombes juives qui ont été profanées également dans la suite des 500. Et à cette époque-là, j'avais appelé le président de la République, M. Nicolas Sarkozy à l'époque, d'intervenir pour rendre hommage à ces soldats, parce que c'était quand même un acte très violent envers les musulmans. Et moi, j'en souviendrai toujours parce que j'étais avec mes enfants, donc on retournait de la mosquée après la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir pour rentrer chez nous et rendre visite à nos amis, etc. Et j'étais dans l'obligation de quitter mon domicile et de monter au cimetière Notre-Dame de Lorette et faire constater cette horrible profanation. Depuis l'année donc 2008 voire 2009, on a connu une recrudescence des actes anti-musulmans d'une façon très importante. Dans un contexte où il y avait le débat sur l'identité nationale, le débat sur la laïcité, le débat aussi sur le voile intégral. Et là, on a vu exploser les actes anti-musulmans. Et à chaque fois, notre demande, la demande du Conseil français du culte musulman, de mettre en place une mission d'information parlementaire pour justement étudier et analyser ce phénomène qui est en recrudescence et en explosion. Malheureusement, toutes nos demandes n'ont pas prospéré. J'avais même demandé au président de la République à l'occasion d'une rencontre je sais la séparation des pouvoirs et que la mission parlementaire, il relève du Parlement, mais j'avais demandé au président de la République quand même de regarder du côté de la majorité si on peut mettre cette mission d'information parlementaire en place. D'autant plus que la mission d'information sur le voile intégral qui concernait un épiphénomène, puisqu'il y avait quelques femmes voilées, un épiphénomène, on a mobilisé plus de 600 personnes auditionnées, les élus, les universitaires, les constitutionnalistes, les magistrats. Il y a pratiquement toutes les forces vives dans notre pays ont été appelées à ces auditions avec des moyens colossaux, des déplacements de la mission dans les territoires, etc., pour justement analyser et sortir avec, on va dire, la loi d'interdiction du voile intégral. Et lors de la discussion au sein de cette mission d'information, l'une des propositions qui a été faite, c'était la 18e proposition, au départ, qui était de mettre en place une mission d'information sur les actes anti-musulmans, parce qu'il y avait quand même de quoi s'inquiéter. Malheureusement, cette proposition 18 a fait le sujet de débats vraiment difficiles pour, in fine, la rejeter. Et donc, on se retrouve avec les propositions qui étaient ciblées uniquement sur la lutte contre l'islamisme, etc. Mais nous n'avons pas baissé les bras, donc étant donné que les parlementaires ne se sont pas saisis de cette question, nous avons demandé, le CFCM avait demandé au pouvoir public de prendre leurs responsabilités et de mettre en place un moyen de suivi statistique sur lequel, comme ce qui existait, ce que disait Salima tout à l'heure, en disant que nos concitoyens juifs avaient mis le pied dans la porte pour que les autres viennent l'ouvrir.
effectivement, nous avons regardé ce qui se faisait sur les actes antisémites. Et il y avait une convention donc entre les pouvoirs publics et la communauté juive, ça a été rappelé tout à l'heure, pour justement un meilleur suivi des actes antisémites. Et donc nous avons demandé à ce qu'il y ait une convention similaire. Et cette convention a été signée en juin 2010. Moi-même, j'étais président du CFSM à l'époque avec M. Hortefeux, ministre de l'Intérieur. Et cette convention, elle est quand même limitée dans l'utilisation, puisqu'il s'agissait d'un suivi statistique des chiffres. Les chiffres étaient aussi, en fait, les actes qui étaient on va dire, comptabilisés, c'était deux types d'actes, des actions et des menaces, mais il n'y avait pas de discrimination dedans. La discrimination était exclue du champ de cette convention. D'ailleurs, on avait demandé à l'époque que ce champ soit inclus, parce que la communauté musulmane était quand même assujettie à des discriminations plus que la communauté juive, de l'aveu même des responsables de la communauté juive, qui le disaient à l'époque que effectivement les musulmans étaient sujets de discrimination plus que la communauté juive. Cela dit, donc la convention est restée sur les mêmes termes que la convention qui existait sur les actes antisémites. Je dirais que c'est déjà un pas qu'il ne fallait pas négliger. Malheureusement, le suivi des actes anti-musulmans, le suivi un acte était comptabilisé lorsqu'il y a dépôt de plainte et que l'acte a été caractérisé ou en tout cas qualifié comme un acte anti-musulman avec parfois les nuances entre un acte anti-maghrébin, etc. Donc il y avait ce flou-là qui faisait que finalement le suivi des chiffres qui sortaient de ce suivi-là n'était pas satisfaisant. D'autant plus, et cela, je pense, la CNCDH l'a bien documenté, plus de 97% des racisés ou des victimes de racisme ne font pas de déclaration, ne déposent pas plainte. Donc, à partir de là, effectivement, les chiffres étaient en deçà de la réalité, raison pour laquelle nous avons réitéré notre demande qu'il y ait une mission d'information parlementaire où seront donc invités des sociologues, des universitaires, des élus, la société civile pour qu'ils puissent vraiment témoigner et analyser le phénomène. Avant cette convention, malgré toutes ces déficiences et ces insuffisances de cette convention, elle nous a permis quand même en 2011, dans le rapport de la CNCDH, de montrer que, alors que les actes de racisme d'une manière générale baissaient en 2011, les actes anti-musulmans augmentaient. En d'autres termes, lorsque les actes anti-musulmans étaient comptés dans l'agrégat général des actes antisémites, des actes de racisme, on ne les voyait pas. En fait, on ne voyait pas l'évolution exactement. Et là, c'était un cas d'école, puisque c'est la première année de mise en œuvre de cette convention. On a constaté qu'au moment où l'ensemble des actes de racisme baissaient, généralement, à l'intérieur, les actes anti-musulmans augmentaient. Alors, le CFCM donc, a continué donc, à travailler dans le cadre de cette convention, mais pas que, puisqu'on essayait quand même d'observer par nous-mêmes ce qui se passait, etc. Nous avons créé au sein du Conseil français du culte musulman l'Observatoire de suivi des actes anti-musulmans, qui rencontrait les pouvoirs publics d'une façon trimestrielle pour faire le point sur les chiffres. Et on réitérait à chaque fois que ces chiffres-là ne représentaient pas la réalité, etc. Alors, certainement vous avez dû parler dans les précédentes tables rondes de la terminologie islamophobie, parce que là, jusqu'à cet instant-là, j'ai utilisé plutôt acte anti-musulman qu'islamophobie. Et dans la convention que nous avons signée, il y avait acte anti-musulman et pas le terme islamophobie. À l'époque, c'est vrai qu'il faisait polémique déjà, à cette époque-là. Et nous, on a voulu être opérationnel, vraiment éviter que la polémique cache la réalité de la situation.
Donc on a choisi donc un terme qui parlait clairement acte anti-musulman. Et personnellement, j'avais la conviction que acte anti-musulman parlait mieux que islamophobie, parce qu'une peur irrationnelle de l'islam, si on se met à l'étymologie, effectivement, de quoi demander à quelqu'un de ne pas avoir peur de quelque chose si cette peur est une peur irrationnelle. Mais plus mais petit à petit, on s'est rendu compte quand même que le terme islamophobie a pris de l'importance, notamment au niveau des instances européennes et onusiennes sur la lutte contre les actes anti-musulmans. Et donc à partir de là, nous sommes posé la question de l'utilisation du terme, parce que on peut pas passer à côté de beaucoup de décisions, d'études à l'échelle internationale et mondiale pour rester sur le terme anti-musulman qui est resté quand même assez français. Et la CNCDH avait ouvert vers 2013 donc la discussion également, puisque la CNCDH l'utilisait pas non plus, et donc elle avait ouvert la discussion sur la pertinence du terme islamophobie. Et le CFSM avait participé. J'étais moi-même membre d'une commission qui était chargée donc d'élaborer quelques éléments d'information sur le sujet. J'avais présenté une note qui a été publiée à l'époque sur donc l'histoire du terme islamophobie. Puis j'ai mis en exergue l'incohérence de ceux qui polémiquaient sur le terme islamophobie, qui en réalité derrière cette polémique voulaient surtout invisibiliser un phénomène réel et concret. D'ailleurs, il n'est pas rare que les mêmes personnes qui remettaient en cause la pertinence du terme utilisaient d'autres termes qui sont, pour le coup, plus problématiques. Islamisme, par exemple, l'islamisme, ça pose aucun problème aujourd'hui. Et pourtant, je reste persuadé que ce terme-là, il crée beaucoup de confusion, d'amalgame et participe à l'islamophobie. Parce que aligner à un seul instant le terme christianisme, judaïsme, islamisme. Alors d'un côté, vous avez donc christianisme, judaïsme qui va renvoyer vers la religion juive ou la religion chrétienne et la civilisation qu'ils ont véhiculée. Et dès que vous arrivez à l'islamisme, il faut que vous changez le logiciel et vous y voyez quelque chose de péjoratif. Et pourtant, donc cette asymétrie du langage crée forcément une vision erronée de l'islam et des musulmans. Et nous avons souvent, je me rappelle, j'avais plaidé cette cause auprès de plusieurs hommes politiques. Le fait de choix des mots est important. Et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec M. Hortefeux lui-même, puisque je lui avais convaincu finalement de ne pas utiliser l'islamisme ou l'islam. Et il me racontait que Qatar, une visite au Qatar, et dans laquelle il utilisait le terme les radicaux, et il disait que le président du CFSM avait convaincu que l'utilisation du terme islamisme portait préjudice aux musulmans, et dorénavant j'utilise d'autres termes. Et à l'Assemblée nationale, il utilisait donc le terme des radicaux. Et puis, je pense, Jean-Louis Borloo lui a dit, utiliser qu'est-ce que vous avez avec les radicaux? Ça, c'est pour la boutade. Mais j'ai eu aussi une discussion avec le président Hollande qui utilisait pour l'État islamique, parce qu'on avait, c'est vrai que les terroristes se réclamant de l'islam ont confisqué le langage musulman, ils l'ont utilisé et ils l'ont pris en otage. Et on demandait à ce que ces terroristes soient plutôt ramenés à ce qu'ils sont, non pas comment ils se présentent. Je dis donc, certes, l'État, le groupuscule ou le groupe terroriste État islamique, qui s'est présenté comme État islamique, mais dans la langue arabe, on utilise plutôt Daesh. Daesh, c'est un en fait, c'est une abréviation qui donnait un sens qui n'avait pas lien avec l'islam, parce qu'on considérait que celui qui se présentait comme État islamique n'était ni État ni islamique. Il n'avait rien de cela.
Et donc le fait, cette volonté j'avais demandé de couper président de la République de faire cette nuance dans le discours, et étant garant de la République et de notre nation, d'utiliser plutôt des termes qui sont factuels, puisque il s'appelait Daesh, et que c'est d'autres dans l'histoire de tous les mouvements radicaux, ils ont toujours été associés à leur appellation, soit géographique ou politique, et rarement à leur appartenance religieuse. Il suffit de regarder dans le conflit en Irlande du Nord, on n'a jamais entendu parler, donc on parlait plutôt de la branche armée de l'IRA, on mettait pas forcément la religion catholique ni protestante dedans. Aujourd'hui, on parle lorsqu'on parle des colons, ou l'extrême droite israélienne, on parle plutôt d'extrême droite israélienne, on ne le met pas en lien directement avec la religion juive. Donc il y a une connotation plutôt politique ou géographique ou autre, mais pas forcément le lien avec la religion. Et donc notre souhait c'était ça. Donc le président de la République, si vous l'avez remarqué, jusqu'aux attentats atroces de Bataclan en novembre 2015, il utilisait Daesh. Il était pratiquement moqué parfois et rappelé à nommer les choses par leur nom. En d'autres termes, utiliser plutôt l'État islamique, notamment de la part de l'extrême droite, qui souhaitait à tout prix que le terme islam apparaît dans les communications et dans les condamnations de ces atrocités. Et sous la pression, je m'en rappelais toujours, donc ce soir qui a été donc bouleversant pour nous tous Français, les attentats horribles, donc et les images de ces attentats horribles ont fait que le président de la République a été obligé d'utiliser donc les attentats islamistes, parce que quelque part il y avait tellement une pression et je dirais, sur ce point-là, et je termine sur ce point-là, nous ne sommes pas contre nommer les choses par leur réalité. Dire que ces personnes qui se réclament de l'islam, le terrorisme se réclamant de l'islam, ça ne me gêne pas, parce qu'ils se réclament de l'islam. Donc en faisant cela, on met déjà une distance entre ce qu'il est et dont il se réclame. Et donc ça nous gêne pas d'avoir cette appellation. Mais les raccourcis qui font le lien entre l'islam et la violence, malheureusement, il crée de la confusion. Et je pense que et là je vais essayer d'être rapide. Et donc le fait que nous demandions cette clarification des mots ne nous empêche pas de penser que le terrorisme sur réclamant d'islam est une réalité. Ils instrumentalisent les textes religieux, ils instrumentalisent ils font des compréhensions, ils donnent aux textes des significations, des interprétations qui justifieraient leur idéologie mortifère, mais c'est pas une raison de valider une prise d'otage. Une prise d'otage, elle doit être dénoncée et non pas validée. Comme il me reste pas beaucoup de temps, donc je dirais que le CFCM, donc il a été dans cette position de lutter d'une manière continue contre ce terrorisme et cet extrémisme se réclamant de l'islam, parce que nous sommes convaincus qu'il a été un moteur considérable dans la défiance qui s'est créée sur les musulmans et l'islam dans notre pays. En même temps, nous avons voulu que cette confusion, cet amalgame entre ces mouvements extrémistes et les musulmans soit éclairé. Plus tard, le CFCM, donc vers 2021, donc 2020, après mon retour, malheureusement entre 2013 et 2019,
il y a eu en fait cette dynamique de suivi des actes anti-musulmans, elle était limitée pour les raisons que j'avais rappelées tout à l'heure. En 2020, on avait souhaité donner une nouvelle impulsion à ce suivi des actes anti-musulmans, pas uniquement les chiffres, mais sur une réalité beaucoup plus importante. Et nous avons souhaité donc réorganiser le Conseil français du culte musulman lui-même, en partant de départements, parce que la région était trop loin, parce que le CFCM était organisé en région puis au national, et nous avons souhaité donc passer sur l'échelon plutôt départemental qui était plus pertinent, et par la même occasion donc organiser l'observatoire de lutte contre l'islamophobie en département avec des référents, etc. Seulement, à 2020, donc jusqu'à 2021, la crise au sein du CFCM s'est déclenchée. Je n'en parlerai pas parce qu'on n'aura pas le temps, mais les pouvoirs publics ont justifié le fait que cette crise soit là pour mettre fin à ces relations, les pouvoirs publics, à leurs relations avec le Conseil français du culte musulman, dans des déclarations unilatérales où les pouvoirs publics déclarent donc mettre fin à leur dialogue avec le Conseil français du culte musulman et lui privilégier une plateforme ou un espace de dialogue qui est le Forum de l'Islam de France, au sein duquel il y a donc une association qui s'appelle ADAM, qui est donc aujourd'hui l'interlocuteur des pouvoirs publics sur les actes anti-musulmans. Donc dire que le CFCM il continue à se battre pour défendre les intérêts des musulmans et dénoncer tous les actes de racisme et d'islamophobie qui les touchent. Mais on n'est plus dans cette relation qu'on avait entre 2010 et 2020 sur ce dossier-là. Je regrette que la décision des pouvoirs publics soit de cette nature-là, d'autant plus elle n'est pas justifiée, même si je peux reconnaître la part de responsabilité de l'instance que nous sommes dans l'image que nous renvoyons à nos coreligionnaires, mais aussi à nos concitoyens sur une institution qui est fragile, où des influences, parfois des conflits, des égos, etc. Mais quelle instance n'est exempte de ce genre de situation? La solution n'était pas de mettre fin au CFCM, au contraire, c'était de l'aider à surmonter cette crise et de se réorganiser comme il l'a, parce que pour la première fois, donc une belle réforme du CFCM a été votée. Et ce que je comprends pas, c'est qu'à l'issue de cette belle réforme du CFCM, on va se dissocier du CFCM sous des prétextes que sont la faiblesse, la concurrence, le lien avec les pays étrangers, etc. Et je terminerai donc par le fait que le regard que je porte aujourd'hui sur la situation, c'est qu'on a d'un côté, on va dire, la défiance à l'égard des musulmans, de l'islam et des musulmans qui monte et qui prend place et qui impacte même le discours médiatique qui l'alimente. Il suffit de voir les chaînes d'information, de désinformation à longueur du jour, l'image qu'ils fabriquent des musulmans et de l'islam, elle ne peut être que négative et malheureusement, je dirais pas tous les médias, mais en tout cas, beaucoup de médias contribuent à cela. Et en parallèle, certains pouvoirs publics auxquels on peut accorder on va dire une bonne intention, c'est que pour répondre à cette montée de défiance à l'égard des musulmans, qui se traduit par l'avancement d'un parti politique dans les sondages, etc., que ces hommes politiques pensent juste de prendre des décisions qui pourraient apaiser ou dire à nos concitoyens que nous agissons contre l'islamisme, nous agissons contre l'extrémisme se réclamant de l'islam, nous agissons contre l'islam politique, etc. Et donc prendre des décisions, parfois donc souvent, je dirais même désavouées par la justice. Et je n'empiéterai pas sur
donc la conférence qui va suivre tout de suite, où des exemples concrets seront certainement présentés par Maître Guezguez. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Chacun appréciera les bonnes intentions des pouvoirs publics. Monsieur Maître Guezguez. Bonjour à tous. Écoutez, tout d'abord, merci pour l'invitation, merci pour votre présence, merci pour l'intervention de Mohamed Moussaoui et cette formidable transition. Je suis le dernier intervenant de ces 2 jours de rencontres et de débats, de table ronde. D'une certaine façon, je vais essayer par des exemples concrets de démontrer la réalité de ce qui a été dénoncé et rappelé par les différents intervenants tout au long de ces 2 jours très intéressants. On nous a parlé tout à l'heure de ce qu'est l'islamophobie d'État et en quoi on peut effectivement dénoncer d'une certaine façon la réalité de ce racisme structurel. Il faut savoir que, parce que j'ai été l'avocat du CCIF, on a dissous, par décision du Conseil des ministres, le CCIF, notamment parce qu'il dénonçait l'existence de ce racisme d'État. Et le Conseil d'État, qui a validé cette décision, a considéré que, partant, comme le CCIF dénonçait l'islamophobie d'État, il incitait à la haine à l'égard de la France et des Français, et qu'il devait donc être dissous sur le fondement des dispositions du Code de la sécurité intérieure, parce qu'on n'a pas le droit d'inciter à la haine à l'égard de la France et des Français lorsqu'on parle d'islamophobie d'État. C'est comme si on était parti chercher Greenpeace, qui dénonce, je sais pas moi, les comportements anti-environnementaux de l'État, et qu'on dit que comme Greenpeace dénonce ce comportement-là, forcément il inciterait à la haine contre les pouvoirs publics. Ravi de voir qu'en tout cas à la LDH on peut tenir ce type de discussions qui sont fondées et qui sont placées à des réalités. Je suis avocat depuis janvier 2013. En 2016, ça fera, en 2026, ça fera donc 13 ans que j'ai l'honneur et le privilège de porter la robe. Et c'est vrai que très tôt, j'ai été confronté à la réalité de ce qu'est le racisme d'État. Je vais vous donner un des tout premiers exemples que j'ai eu à traiter. C'est un agent de sûreté de l'aéroport de Nice Côte d'Azur qui a perdu son habilitation par le préfet. Et le préfet avait justifié cette décision en expliquant que l'intéressé s'était rendu suspect parce qu'il utilisait l'arabe pour saluer ses collègues. Et le préfet avait écrit dans l'arrêté préfectoral: l'utilisation de l'arabe est un signe de radicalisation religieuse. Donc ça a été contesté avec nos camarades de la CGT. Le tribunal administratif nous a donné gain de cause, il a pu retrouver son travail. On a même fait condamner l'État, la préfecture, à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice économique avec subi. Mais c'est une illustration de ce que peut être le racisme d'État lorsque vous avez une autorité, la préfecture, qui prend une décision à l'encontre de quelqu'un qui est fondée sur des considérations liées à la religion. On est clairement sur du racisme d'État. Un peu plus proche, vous avez certainement débattu de cette question-là devant la LDH, l'état d'urgence. Lors de l'état d'urgence, j'ai été saisi en 2015 d'un restaurant qui a été perquisitionné dans le Val d'Oise. Il faut imaginer perquisition par le RAID, avec une vingtaine de policiers qui se rendent sur place en plein service avec les gens qui ont été pointés avec des armes longues en leur disant vous ne bougez pas de la table, donc des gens qui mangent dans un restaurant, la rue fermée avec 2 véhicules du RAID, des portes ouvertes qu'ils ont défoncées à coups de bélier. On avait les images de vidéosurveillance, donc en fait les portes, il suffisait de baisser la poignée en fait pour pouvoir les ouvrir, mais ils ont quand même défoncé à coups de bélier. Lorsqu'on a saisi le tribunal administratif pour contester et demander réparation au titre du préjudice subi de la perquisition, la préfecture nous a expliqué qu'en réalité ce restaurant était visé parce que il était susceptible de contenir ou bien des individus ou bien des armes qui pouvaient être utilisées dans le cadre d'opérations terroristes, parce que c'était un restaurant qui ne vendait que de la denrée halal, qui était fréquenté par des musulmans visibles, qui portaient le foulard ou la barbe, et qui enfin mettait à disposition pour son personnel et éventuellement les clients une salle de prière. Donc c'est quoi ça si ce n'est pas du racisme d'État?
Et des exemples de ce type-là, dans le cadre de l'état d'urgence, on en a vu beaucoup. Fort heureusement, très souvent annulés par les juridictions administratives, parce que clairement, les motifs sont abusifs. Mais derrière ces annulations-là, qui sont certes des victoires, on se pose quand même la question de savoir à partir de quand on va aller chercher la responsabilité de ces représentants de l'État qui, parce qu'ils bénéficient du privilège du préalable, qui fait qu'ils peuvent eux prendre les décisions et c'est à nous de nous charger de les contester, jusqu'à quand ils pourront comme ça toujours s'en tirer. On a eu un exemple assez illustratif, on en a parlé tout à l'heure à l'occasion du repas, c'était le fameux préfet Hugues Moutou qui était dans les Alpes-Maritimes, qui a pris je m'éloigne un petit peu, mais qui avait pris pendant 13 week-ends consécutifs des arrêtés pour interdire les manifestations au soutien à la cause palestinienne. Et 13 fois, le tribunal administratif les avait annulés. Derrière, il a eu une très belle promotion, puisqu'il est devenu secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Et pour ouvrir un petit peu la parenthèse sur Hugues Moutou, il explique dans un article d'Europe 1 que, pour vous montrer jusqu'où l'islamophobie peut aller, que lui, ce qui l'inquiétait, c'était de savoir qu'il y avait des dizaines de milliers d'enfants qui apprenaient le Coran en se demandant ce qu'ils allaient pouvoir devenir comme citoyens. Donc aujourd'hui, l'apprentissage du Coran dans des associations musulmanes, ça devient un sujet de débat. Et moi, le sentiment que j'ai et la réalité que j'ai face au dossier, c'est que très clairement, vous avez au sein de l'État, et c'est assumé, je m'en expliquerai tout à l'heure, effectivement des ressorts et des logiques structurelles de racisme qui visent la communauté musulmane. Vous l'avez, la manifestation déjà par les actes individuels qui sont pris à l'encontre de différents intéressés, qui sont contestés devant les tribunaux administratifs et annulés parce que disproportionnés ou illégal ou injustes. J'ai parlé d'agents de sûreté, mais je peux parler aussi de la problématique que nous avions rencontrée aussi au début de l'année 2014-2015 sur les mamans voilées en sortie scolaire, qui étaient interdites du jour au lendemain sous le prétexte de la charte de la laïcité de participer aux sorties scolaires. Tout ceci a été annulé, mais vous aviez donc des autorités publiques, en tout cas des représentants des administrations, des établissements scolaires publics qui venaient clairement discriminer nos concitoyens et nos concitoyennes sur le fondement de leur religion. Donc vous avez ces actes-là, ça c'est la première branche de ce que je considère comme étant l'islamophobie d'État, et ensuite vous avez les discours. Et les discours, aujourd'hui, sont transparents. Ce qui, tout à l'heure, M. Moussaoui le relevait sur la notion de l'islamisme, et aujourd'hui, en fait, on a dépassé cette limite-là. Lorsque vous avez Bruno Retailleau qui, au micro d'Elnet, dans une conférence organisée par l'extrême droite israélienne, explique à bas le voile, il arme intellectuellement des islamophobes, il faut le dire, des racistes, et il diffuse, parce qu'il a un argument d'autorité, c'est quand même le ministre de l'Intérieur, c'est un ministre d'État, ce n'est pas n'importe qui, il diffuse une forme de banalité dans le racisme qui peut s'exercer à l'encontre de la composante musulmane de notre pays. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça provoque des drames. Réellement, mais vraiment. Je suis le conseil de Hichem Miraoui, de la famille d'Hichem Miraoui, ce jeune Tunisien qui s'est fait tuer à Draguignan par son voisin, de 12 balles de 9 mm cet été, au mois de juin 2025. Cet acte terroriste, puisque le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire, le criminel l'explique dans ses auditions de garde à vue. Je vous en parle parce que c'est sorti dans la presse. Il est interrogé pour savoir d'où vient cette haine et quelles sont ses opinions politiques. Il explique, l'assassin, moi, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy, avec son travail plus pour gagner plus. Je me sens plutôt proche des idées de Jean-Marie Le Pen, mais on l'a quand même un peu empêché de faire son travail. Je m'informe dans les chaînes d'information continue, donc type CNews, BFM, et je suis plutôt d'accord avec le fait qu'il faut qu'on lutte contre la mexicanisation de notre pays. La mexicanisation de notre pays. Vous savez qui parle de mexicanisation dans notre pays? Bruno Retailleau. Donc en fait, vous avez un terroriste d'extrême droite qui, en garde à vue, justifie d'une certaine façon son acte en reprenant des néologismes et des concepts intellectuels qui sont développés par nos responsables politiques. Donc quand je dis...
Oui, intellectuel, oui, effectivement, oui, ce sont des... Enfin, vous m'avez compris. Oui. Conceptuel, si vous voulez. Lorsque vous avez des responsables politiques qui, effectivement, nourrissent des discours racistes qui provoquent des drames, des morts, ils ont une part de responsabilité déjà d'un point de vue pénal, je pense qu'on devrait s'interroger là-dessus, on va s'interroger là-dessus, croyez-moi, et ils ont également une responsabilité politique, morale, vis-à-vis de ce qu'ils font de notre pays, de notre nation. On m'a, dans le prolongement de la discussion, on m'a également demandé de parler de ceux qui visent les institutions musulmanes. Alors, il faut savoir que j'ai l'habitude d'accompagner pas mal d'associations musulmanes sur des sujets parce que malheureusement, la façon la plus manifeste avec laquelle s'exprime le racisme d'État, c'est lorsque ces associations subissent des arrêtés préfectoraux, voire des décisions de dissolution pour parler du CCIF ou encore de l'IESH qui a été dissous il n'y a pas très longtemps. L'Institut européen des sciences humaines qui était le principal centre de formation des imams dans la Nièvre à Château-Chinon. Les établissements scolaires musulmans, il y a aussi un sujet là-dessus. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été réalisée par un député LFI et par Madame Spielbout, députée La République En Marche, qui a rendu ses conclusions qui sont confondantes. Déjà, vous avez, avant la commission parlementaire, vous aviez un rapport de la Cour des comptes rendu en 2023 sur la question des établissements scolaires sous contrat qui vous apprend qu'en France, 95% du financement des établissements scolaires est à destination du réseau catholique. 95%. 95% du financement. Le reste, les 5% restants, ça va être des réseaux laïques, parce qu'il peut y avoir des établissements privés sous contrat d'association avec l'État qui sont laïques, qui ne se revendiquent pas d'un réseau confessionnel. Vous allez avoir les réseaux juifs et vous allez avoir les réseaux musulmans. Aujourd'hui, en France, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus que 2 lycées. Et en fait, non, j'exagère. Il y a un lycée et quelques classes de seconde qui sont sous contrat d'association avec l'État pour le réseau confessionnel musulman. C'est tout. Un lycée, et ce lycée à Verrouès, et c'est parce qu'on a gagné devant le tribunal administratif que ce lycée s'est vu rétablir dans ses droits, et quelques classes à Marseille au sein de l'association Ibn Khaldun. Qu'est-ce que je peux dire sur les établissements scolaires musulmans? La première chose, c'est que dans le cadre du rapport parlementaire, ce qui relevait de l'impression au sein de la communauté musulmane est aujourd'hui clairement démontré. Lorsque vous êtes un établissement scolaire catholique, vous avez une chance toutes les 1500 années de vous faire contrôler. Et lorsque vous êtes un établissement scolaire musulman, c'est plusieurs contrôles par an. Pour prendre l'exemple de El Kindi à Lyon, l'année dernière, ils ont eu un contrôle URSSAF, un contrôle fiscal, un contrôle de la Chambre régionale des comptes, un contrôle pédagogique et un contrôle de l'inspection du travail. En une année, il faut imaginer ce que ça représente. 5 contrôles qui sont diligentés, notamment par la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes, c'est la Cour des comptes, mais au niveau régional. Les 2 seuls cas où la CRC, la Chambre régionale des comptes, s'est intéressée à des établissements scolaires privés, c'était pour le lycée Averroès à Lille et pour le lycée El Kindi à Lyon. Vous n'avez aucun autre exemple, puisque les rapports de la CRC sont publics, donc j'ai fait la recherche pour vérifier, vous n'avez aucun autre exemple. Et qui saisit la CRC? La préfecture. Donc vous avez toujours un ressort politique. Il y a eu un article du Monde qui est paru au mois de mars 2025, quelques semaines avant l'audience qui s'est tenue concernant Averroès, où on interroge le ministère de l'Intérieur et où le ministère de l'Intérieur dit, et c'est clairement assumé, qu'il y a une volonté d'entrave à l'encontre des établissements scolaires musulmans. C'est-à-dire, nous faisons tout pour entraver le fonctionnement des établissements scolaires parce qu'ils ont un projet politique. Et ce projet politique, si vous voulez, donc on est encore une fois sur le ressort du complotisme dont on a parlé tout à l'heure, savoir le projet porté par la composante musulmane de ce pays de vouloir renverser la République, instaurer la charia et remplacer les normes en vigueur, il est défendu par des représentants du ministère de l'Intérieur. Lorsque j'étais devant le tribunal administratif de Lyon, vous aviez la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur qui s'est déplacée en personne pour plaider pour le dossier El Kindi en référé, qui a expliqué au juge administratif que le véritable danger du lycée El Kindi,
c'est qu'il était en train de former une élite qui serait un jour aux manettes du pouvoir. Et qu'il fallait, pour cela, mettre un terme au contrat d'association. C'est dit clairement, c'est-à-dire que vous avez des articles de presse qui ont relayé et qui ont rapporté ce propos. Moi, je l'ai entendu de vive voix, c'était en direct live, si je peux me permettre de l'expression, mais c'est clairement assumé. Et cette politique d'entrave, elle est tellement manifeste que elle ne tient pas lorsqu'elle est soumise au débat devant les juridictions administratives. J'ai eu des exemples très, très concrets, par exemple sur le collège Avicenne à Nice. À Nice, vous avez un seul collège musulman dans les Alpes-Maritimes, il est à Nice, il y a 150 élèves qui sont scolarisés. Vous avez la ministre de l'Éducation nationale sur le plateau de Télématin de France 2 le 26 février 2024 qui vient et qui explique nous avons décidé de fermer le collège privé musulman Avicenne à Nice, sans qu'ils soient au courant évidemment, pour des soupçons de défaillance dans leur comptabilité et opacité dans leur financement. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'opacité dans le financement du collège Avicenne. Donc on a eu des échanges avec la préfecture, on a eu l'arrêté de fermeture, et ils ont considéré qu'il y avait une opacité dans le financement d'Avicenne parce que depuis la loi 2021 1109, la loi du 24 août 2021 renforçant les principes de la République, que beaucoup appellent la loi séparatisme, les préfectures ont la possibilité de faire fermer les établissements scolaires privés sans passer par le juge, à partir du moment où, interrogés par les préfectures, les associations qui gèrent ces établissements scolaires ne seraient pas en capacité de démontrer la traçabilité de leur financement. Et donc, en fait, pour le collège Avicenne, la préfecture de Nice a envoyé une demande au collège Avicenne de leur fournir, parce qu'en fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent demander sur les 5 dernières années l'intégralité des contributions perçues par l'association. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même un don de 5 €, il faut pouvoir expliquer le nom, prénom, date et montant de la contribution versée. Donc en fait, pour le collège Avicenne, je me souviens, on est parti à la préfecture, on avait ça de documents. Mais il faut imaginer en fait le nombre de lignes que ça représente, le travail administratif que ça représente pour une association de répondre à ceci. Bon, on a communiqué cet élément-là à la préfecture, ils ont quand même décidé de prendre leur arrêté de fermeture. Et lorsqu'on est allé devant le tribunal, ils nous ont expliqué, vous avez organisé une collecte dans 2 lieux de culte au mois de mars 2021, vous avez ramassé 12 000 €. En tout cas, sur votre compte en banque, vous avez 12 000 € en espèces. On ne peut pas tracer les 12 000 € en espèces. Et surtout, les mosquées qui ont fait les collectes, elles ont fourni des attestations de dons à hauteur de 11 930 €. Donc, où sont les 70 €? Vous avez un problème d'opacité. Ensuite, non mais je vous jure, mais c'est vrai, ce que je vous dis est vrai. Ensuite, vous avez un donateur qui a donné pour 476 000 € pour financer l'achat de l'établissement. Et sur la convention de soutien privé, vous avez écrit que le collège a perçu au mois de décembre 2020 98 000 €, alors qu'en réalité, au mois de décembre 2020, le collège a perçu le 5 décembre 70 000 € et le 15 décembre 28 000 €. Expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas mis les 2 opérations dans la convention sous seing privé. Et on a reçu également une convention de don à hauteur de 21 000 €, sauf que sur la convention de don, vous avez écrit Monsieur Shamsuddin avec un A, alors qu'en réalité, il s'appelle Shamsuddin avec un E, pas avec un A, et vous avez dit qu'il était né en 1960, alors qu'il est né en 1961. Donc votre convention n'est pas fiable. Et enfin, vous avez dans vos tableaux 0,03% de vos contributeurs qui ne sont pas identifiés. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui donnent par TPE. Vous savez, il y a des TPE qui circulent dans les mosquées, c'est comme ça que ça se passe, et les gens donnent et on ne prend pas leur nom concrètement, parce que si vous donnez 20 €, on ne demande pas nécessairement le nom de la personne qui donne. Et ils ont considéré que ça, c'était de l'opacité. Donc on est allé devant le tribunal administratif de Nice, on a obtenu gain de cause, en référé, puis dans le cadre d'une procédure au fond. Puis nous avons eu au mois de septembre 2025 l'audience devant la cour administrative d'appel, et avant-hier, vendredi, la cour administrative d'appel de Marseille nous a donné une nouvelle fois raison pour le collège Avicenne, qui est encore une fois toujours ouvert, avec 150 élèves qui travaillent. Pour Averroès,
le lycée à Lille, qui était le premier lycée de France, hein, pour votre information, premier lycée de France au niveau national. On est parti chercher dans les bibliothèques des ouvrages pour dire mais attendez, on a trouvé un ouvrage qui s'appelle les 40 hadiths Nawawi. Les hadiths, ce sont les propos du prophète, et dans cet ouvrage, l'auteur présente la religion musulmane comme étant la religion de vérité, donc vous incitez à la haine contre les gens qui ne relèvent pas de la religion musulmane. En fait, vous voyez, vous avez un discours suprémaciste, donc vous incitez à la haine, il faut vous faire retirer votre contrat d'association. Bon, on a gagné devant le tribunal administratif de Lille. À Lyon, on est parti reprocher à l'école El-Kindi, parce que le groupe scolaire El-Kindi, en fait, a perdu 3 contrats. L'école, le collège et le lycée. Et dans l'école, on est venu dire, mais attendez, vos enfants font des cartes de vœux pour l'Aïd, ce qui est contraire au principe de laïcité, ou au collège, vous avez appris une chanson sur le prophète dans le cours d'anglais, ce qui est contraire au principe de laïcité, ou dans votre bibliothèque, on a trouvé tel et tel ouvrage qui sont parfaitement disponibles à la FNAC, et dans ces ouvrages, au chapitre Intel, en fait, on va parler du djihad ou de la guerre sainte. Donc vous incitez au djihad et à la guerre sainte dans votre établissement scolaire, on va vous faire perdre votre contrat d'association. Ou bien vous avez un professeur qui a critiqué l'expulsion de Hassan Iqoussen en 2021. Donc vous avez au sein de votre établissement des professeurs qui sont contre la politique menée par l'État. Vous soutenez quelqu'un qui a été expulsé, dont le Conseil d'État a considéré que c'était tout à fait justifié. Donc il faut vous faire perdre votre contrat d'association, et on n'est que sur ça. Le dernier exemple dont je veux vous parler, c'est l'établissement scolaire Ibn Khaldoun à Marseille. À Marseille, donc je disais, ils ont plus que 2 classes sous contrat d'association, qui sont donc financées par l'État. Et vous avez, parce qu'il y a eu ce fameux rapport sur les frérismes qui est sorti, la région et le département qui ont décidé du jour au lendemain, alors que le contrat n'est pas rompu, de cesser de verser les subventions. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous avez le président de région et la présidente du département qui prennent des décisions qui sont complètement illégales. C'est comme si en fait le Trésor public cessait de payer les salariés, enfin les fonctionnaires d'un collège. C'est très exactement la même chose. Et nous sommes obligés maintenant aujourd'hui d'aller devant le tribunal administratif de Marseille pour savoir si oui ou non, je vous dis direct, c'est absolument non, cette décision est légale ou pas. Donc en fait, quand le ministère de l'Intérieur explique, interrogé par un journaliste du Monde, qu'il y a une logique d'entrave, et lorsque on vous dit qu'il y a effectivement une islamophobie d'État, une volonté de déstructurer les établissements privés du réseau confessionnel musulman, c'est une réalité tangible, concrète. Et face à ça, évidemment, on fait notre part, nous menons les actions juridiques qu'il y a à prendre, mais moi j'ai envie de vous dire, comme vous êtes effectivement aujourd'hui tous au sein de la Ligue des droits de l'homme, il faut entendre ce qu'est la réalité de ces attaques qui sont menées par l'État, par des représentants de notre pays, et en même temps ce que ça dit de notre pays. Parce que nous avons tous été à l'école de la République. On a tous cru en la promesse républicaine que nous étions tous nés égaux en droit. Et au sein de la composante musulmane de ce pays, cette promesse républicaine, elle est vraiment mise à mal. Sincèrement. Il y a un ouvrage qui est sorti, je vais terminer là-dessus, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, « La France, je l'aime, mais je la quitte ». Sincèrement, on est en plein là-dedans. Et heureusement qu'il nous reste la justice, qui me permet à moi de pouvoir dire que non, la République ne nous a pas complètement trahis, mais le combat est difficile en tout cas, et même si on peut se targuer de pas mal de succès, il y a au sein de nos administrations, au sein de nos représentants, un vrai problème, et il est de notre devoir de vous alerter sur ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour vos témoignages très, très forts, très précis. Et je vous propose, si vous le souhaitez, de questionner nos intervenants. Alors, ah oui, les petits papiers ont pas circulé. Ouais. Dites-moi la question, je la répète au micro. On va là-bas, on va au micro.
Bon, ben voilà. Ah. La grande chef a dit, allez au micro, à droite. D'accord. Moi aussi, je me suis adaptée à la nouvelle méthode. Oui, j'avais une question pour Monsieur Moussaoui et une question pour Monsieur Gazgaz. Monsieur, le nouvel organisme qui s'appelle Adam, si j'ai bien entendu, quel est son travail, pas seulement son travail dans le fond, son contenu, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est intéressant son travail, voilà, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il publie des choses, voilà, c'est ma question factuelle. Et pour Monsieur Gazgaz, je me demandais si d'abord, est-ce que pour le Averroès, je crois que Madame Borne avait dit on fera appel. Est-ce qu'il y a eu appel? Il y a appel. Ok, bon, je voulais savoir l'information. Et puis, je me demandais si ce serait pas intéressant, je sais pas sous quelle forme, mais sur une forme un peu ramassée, synthétique, de dire ici c'est passé telle interdiction, la cour, le tribunal administratif a suspendu. Ici, telle décision du préfet machin, le tribunal. Rien qu'une liste comme ça, c'est en termes de com, excusez-moi encore de l'expression, moi je suis une obsédée de la communication, ça serait vachement intéressant. Voilà. Oui, donc ça sera un tout petit peu dans la continuité, donc je m'adresse plutôt à Maître Gazgaz. Bon, d'abord, je suis de Lille. Donc voilà, l'affaire Averroès, on l'a un peu suivi. Je dois dire d'ailleurs qu'au début, on l'a suivi avec beaucoup d'interrogations, de confusions, de choses comme ça. Hein. Ça a fait débat entre nous, ça. Mais bon, donc j'y reviens pas parce que vous l'avez bien exposé. J'ai rien à y ajouter là-dessus. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à une dernière remarque qui est heureusement on a encore le droit. Alors, je vais passer par un petit détour. Depuis l'an dernier, on suit les procédures de comparution immédiate. Et dans ces procédures de comparution immédiate, on a eu une affaire. Alors, je parle complètement sans note, donc j'ai plus les références en tête, mais je les ai tout à fait chez moi, d'une collégienne qui a été exclue de son collège pour avoir giflé un enseignant à la suite d'une altercation en sortie de collège sur fond de port de voile. J'ai suivi personnellement cette audience. Il est tout à fait clair qu'elle a été victime d'une provocation d'une enseignante, membre du Printemps républicain, enfin voilà. Elle n'a eu aucun moyen de se défendre en comparution immédiate. On présente pas de témoins en comparution immédiate, on présente pas de témoins de moralité, on n'a pas la possibilité de se défendre. Elle a pris un max. Donc le droit, il y a un certain nombre de trous dans la raquette, dont celui-là. Merci beaucoup, Marc. Je vous propose de répondre rapidement, Monsieur Moussaoui, à la question sur Adam, l'association. Alors, l'association Adam, donc issue du Forum de l'Islam de France, qui lui-même dans la composition du FORIF, elle n'est pas connue, parce qu'on nous dit que c'est un espace de dialogue, donc la composition est mouvante dans le temps. Adam, je connais le président, quelques membres, mais pas tous. À ce jour, aucune communication de l'association, malgré les actes anti-musulmans auxquels nous assistons. Il n'y a pas un seul communiqué de cette association. Par contre, il y a un travail de réflexion sur la mise en place d'une plateforme de signalement, donc qui est en cours. J'ai regardé la dernière, encore hier. C'est en cours, c'est toujours en cours. Donc la page de signalement. Et il parle également de la mise en place de référents au niveau des préfectures. Donc en réalité, c'est lors des assises, ce qu'on appelle les assises territoriales, donc organisées par les préfets. Les préfets avaient demandé, pour le compte de cette association, de désigner des référents au niveau de chaque département pour les inscrire auprès de l'association. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu exactement. Donc, c'est une association qui n'a, en tout cas, pour moi, comme le FORIF, elle peine à vraiment justifier sa crédibilité vis-à-vis des musulmans de France. Merci. Maître, est-ce que vous pourriez répondre aux questions qui vous ont été posées?
Je vous remercie. Je vais répondre dans le sens inverse. On a parlé tout à l'heure de la comparution immédiate de cette jeune fille. Déjà, par principe, je pense qu'à la LDH, vous avez l'information, la procédure de la comparution immédiate est une procédure qui broie les droits, effectivement, voilà. Donc, c'est une procédure qui est extrêmement accélérée, qui est là pour en fait appréhender et ne pas permettre aux mises en cause de respirer, de pouvoir se défendre dans des conditions tout à fait normales. Vous avez dit tout à l'heure, c'est extrêmement difficile, mais c'est même extrêmement difficile pour le mis en cause, mais c'est aussi difficile pour les avocats parce que souvent vous êtes informé à la dernière minute. Pour organiser une défense, c'est très difficile dans certains dossiers. Vous avez toujours la possibilité de demander un report. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place, mais avec un risque de placement en détention provisoire. Qui dit placement en détention provisoire dit que lorsque l'intéressé comparaît une nouvelle fois devant le tribunal, il est toujours dans le box, donc toujours avec le regard de quelqu'un qui est détenu, avec un risque renforcé pour une peine ferme avec mandat de dépôt, donc maintien en détention. Donc oui, la comparution immédiate par principe, oui, elle broie les droits. Sur le cas particulier, j'ai entendu parler effectivement de cette jeune fille. Ça pose la question de l'accès au droit dans le sens de l'accès à une vraie défense, parce que en comparution immédiate, le code de procédure pénale est clair, vous ne pouvez pas comparaître sans un avocat, mais vous comparaissez avec quel avocat, quelle défense, quel moyen d'échanger avec l'extérieur pour éventuellement ramener des témoins. Vous pouvez faire citer des témoins en comparution immédiate, c'est tout à fait possible, mais il faut les voir, il faut pouvoir en discuter avec eux, recueillir leur accord, etc. Donc et puis la comparution immédiate, il faut le savoir, c'est une prérogative du procureur de la République, donc c'est un choix procédural. On n'est pas obligé de passer par une comparution immédiate. C'est toujours le procureur de la République qui décide de l'orientation du dossier, et c'est un choix politique. Combien de fois dans des manifestations, effectivement, vous allez ramasser des manifestants pour les renvoyer dans une comparution immédiate pour être jugés manu militari, quoi, concrètement, de la manifestation jusqu'à la maison d'arrêt. Oui, c'est dramatique, mais c'est à nous aussi d'être vigilants. Bon, moi, je pouvais pas intervenir sur le cas concret. Je crois que c'était au début de cette rentrée septembre 25, il me semble, si je me trompe pas, c'est ça? Ou fin de l'année scolaire, je crois. C'est déroulé à la rentrée précédente, mais le procès qui était d'ailleurs un report. Là, ça devait être en janvier ou décembre, je crois. Ok. Il y avait un avocat qui a fait son droit. Oui. Ensuite, on m'a posé la question sur une éventuelle liste des succès. Je ne vais pas faire un catalogue, mais oui, si vous voulez qu'on reprenne l'exemple, donc à Vicenne, à Nice, le collège qui a été fermé pour des soupçons d'opacité dans son financement, suspendu par le tribunal administratif de Nice, annulé par le tribunal administratif de Nice, annulé à nouveau par la cour administrative d'appel. On prend le cas Averroès, décision de rupture du contrat d'association au mois de janvier 2024 avec une annulation au mois d'avril 2025, donc le tribunal administratif qui nous donne raison au mois d'avril 2025. El-Kindi, nous sommes actuellement au fond, donc il y a une procédure en cours devant le tribunal administratif, on n'a pas encore de décision. Le collège Ibn Khaldoun à Marseille qui s'est vu perdre ses financements qui sont de droit parce qu'il est toujours sous contrat, il n'y a pas de rupture de contrat d'association. Pareil, nous sommes dans le cadre d'une procédure au fond. Et pour le reste, on a eu une illustration avec Hugues Moutou à Nice, avec les 13 arrêtés qui avaient été pris contre les manifestations à Gaza, toutes suspendues par le tribunal administratif. C'était devenu un rendez-vous avec le juge. On lui a même proposé de ramener les croissants une 14e fois. Il avait également pris un arrêté pour interdire la venue de Rima Hassan à Nice, que j'avais attaqué, on avait obtenu gain de cause. Il avait pris un arrêté pour faire fermer une librairie musulmane, pareil en référé liberté, j'avais attaqué, on avait obtenu gain de cause. Malgré ça, il a eu une très belle carrière au sein du ministère de l'Intérieur. Mais oui, je pense que l'idée là de cette question, c'était d'en faire plus une recension publique, consultable en ligne. C'était ça, hein, ton idée Voilà. Tout à fait. Parce que nous, on a. Oui. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Ouais. Oui, que ce soit. Bah oui, c'est public d'ailleurs. Donc.
J'ai une question sur... on nous demande combien d'établissements en France enseignent l'arabe? Je peux laisser Monsieur Moussaoui répondre, peut-être. Il a une. Je sais que le nombre de Capétiens a été réduit, pratiquement disparu. Pratiquement, il n'y a plus de Capes en Garabe. C'est très rare. Hein, en fait, ouais. Dans les écoles publiques, avec on va dire avec la réforme ce qu'on appelle les INALCO, pas l'ELCO, donc Oui. l'ELCO, pas l'INALCO, l'ELCO plutôt. Oui, il y a eu de moins en moins de classes réservées, donc souvent dans des créneaux où personne ne pourrait venir, ou en tout cas dans des conditions où même les parents d'élèves sont dissuadés d'envoyer leurs enfants. Donc l'enseignement de la langue arabe, effectivement, dans les écoles publiques, elle est de plus en plus pratiquement inexistante. Ce qui est par ailleurs, on voit remonter tout le temps cette accusation sur des mosquées qui organiseraient sous prétexte de la langue arabe des écoles coraniques, etc. Donc, d'un côté, il n'y a pas d'offre publique qui pourrait mettre les enfants dans des conditions meilleures, et de l'autre côté, on accuse les mosquées d'organiser l'endoctrinement des enfants en bas âge. Ah, ça y est, bon, c'est bon. Je trouve ça justement intéressant, cette question de l'enseignement des langues qu'on appelait enseignement des langues d'origine, sur la façon dont on essaye de faire croire qu'on peut pas être à la fois français et parler la langue de ses parents. Ça renvoie un peu à la question des droits culturels d'une certaine manière, qui est mise en avant avec tout ça, et avec un énorme recul, je pense, là-dessus. Du coup, ma question, elle est plutôt sur le fait que, effectivement, appelons une minorité ou une confession, etc., ont besoin d'une représentation pour discuter avec l'État, et aussi pour apporter une expertise et une réflexion sur les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre. Parce que l'État ne pense pas forcément tout seul très très bien les politiques publiques. On n'est pas parfaitement satisfait par ce qui se fait. Et donc moi ma question c'est qu'est-ce que serait une bonne représentation, quel serait le bon modèle de représentation, et comment peut-on faire reconnaître cette représentation? Vous savez que pendant longtemps, à la Ligue, on avait une commission qui s'appelait la commission Islam et laïcité, qui malheureusement a perdu vie, comme souvent des choses au bout d'un moment. Mais c'est vrai que l'objet principal, justement, de cette commission, c'était de réfléchir aussi au rapport avec l'État et de comment permettre justement cette représentation, et que les musulmans de ce pays, les musulmanes, soient entendus par les pouvoirs publics. Justement, je pense que la création du Conseil français du culte musulman allait dans ce sens. Le fait de créer une instance de dialogue avec les pouvoirs publics, mais à partir d'un certain temps où le regard des pouvoirs publics sur cette instance qui a été créée est légitimé par des élections, puisqu'il faut rappeler, même s'il y a 1200 mosquées qui ont participé aux élections, derrière, il y a beaucoup plus de mosquées qui soutenaient le Conseil français du culte musulman. Et je ne connais pas d'instance en France qui représente autant d'électeurs, de grands électeurs sur toutes les... Aujourd'hui, le FORIF qu'a mis en place le ministère de l'Intérieur, c'est des personnes qui ont été désignées par les préfets. Donc, c'est les préfets qui désignent. Donc, on est vraiment hors principe de la laïcité. La laïcité, elle est plus fonctionnelle ici. Donc, l'organisation alors, on se défend de dire que on crée pas une instance représentative, mais un espace de dialogue. Mais en même temps, on efface l'instance de dialogue, de l'instance représentative dans le dialogue. Donc, donc je pense qu'il y a, et puis on voit bien que il y a une évolution. Le FORIF qui a été créé comme espace de dialogue,
Maintenant, on parle d'instances d'associations locales représentatives mises au sein qui sort du FORIF. Et donc, les associations elles-mêmes vont être désignées par les préfets. En tout cas, c'est le sentiment qu'on est musulman. Donc, on est vraiment pas dans la volonté d'interroger les représentants légitimés par des élections et par des choix de responsables et des acteurs locaux. On se met au-dessus des représentants musulmans et de dire que c'est le préfet ou celui ministre de l'Intérieur qui va désigner qui représente dans les faits, même s'il ne le dit pas dans ces termes-là, qui représente dans les faits les musulmans de France. Et nous regrettons évidemment cette situation en espérant que c'est une conjoncture politique qui pourrait changer, puisque nos interlocuteurs, d'autres interlocuteurs ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Mais je pense qu'elle nous ramène 30 ans en arrière, avant la création du CFCM. Oui, avant que Salima prenne la parole. Juste rapidement, en fait, pour parler du CFCM, lorsque Emmanuel Macron décide de mettre un terme au dialogue avec le CFCM, c'est un peu le fait du prince. Vous n'avez aucun moyen juridique de décider que le CFCM n'est plus une instance de dialogue. D'ailleurs, ils continuent leur existence légale, il n'y a pas de sujet. C'est simplement Emmanuel Macron qui décide qu'il ne veut plus parler avec le CFCM. Et au-delà de cela, lorsque vous avez une mise en place au niveau local des CDCM, conseils départementaux du culte musulman, lorsqu'ils ne vont pas dans le sens de la politique dictée par la préfecture ou le ministère de l'Intérieur, ils ne sont plus invités aux échanges en préfecture pour travailler sur l'islam de France. J'ai l'exemple très concret. Dans les Bouches-du-Rhône, vous avez un CDCM 13. Comme il a pris position contre le projet de fermeture de la mosquée des Bleuets, qui a d'ailleurs été annulé par le tribunal administratif hier à Marseille, le CDCM 13 n'est plus invité comme instance représentative, alors c'est Emmanuel Macron, dans le cadre du FORIF, qui a demandé à ce qu'on mette en place CDCM, parce que le CDCM à Marseille s'est opposé à une décision préfectorale. Donc en fait, le préfet prend des décisions, il décide avec qui on peut discuter, de quoi on va discuter, et même du compte-rendu, en fait, des réunions. On est clairement dans le fait du prince, dans une gestion qui nous rappelle, pour les historiens, l'époque coloniale, pour les droits au but, et il n'y a pas de volonté de la part de l'État de permettre à des institutions représentatives comme le CFCM de continuer à être des vecteurs de dialogue. Ça, c'est aussi, pour ma part, une façon avec laquelle on manifeste un traitement différencié de la composante musulmane. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Moussaoui pour cette grande question. Alors, à vrai dire, je ne partage peut-être pas le constat concernant l'Allemagne, puisque je connais assez bien le président de conseil, l'équivalent de notre homologue en Allemagne, et je reçois souvent des communiqués donc, parlant de l'islamophobie, de la montée de l'extrême droite, etc. Donc on est dans les mêmes... On a une situation aussi comparable. Quant à la fondation de l'islam de France, malheureusement, moi je suis peut-être très pessimiste vis-à-vis de cette, en fait, de l'avenir de la fondation, puisque elle n'a plus de financement. Alors que c'était annoncé lors du discours des Mureaux, le président de la République avait annoncé 11 millions. La Fondation n'a pas vu la couleur d'un demi-million peut-être. Donc je pense qu'il y a effectivement la Fondation, il avait commencé un travail significatif avec Ghaleb Bencher. Je pense qu'il y a eu de belles expériences. Malheureusement, ils se sont heurtés au manque de moyens. Aujourd'hui même les mécènes qui étaient au départ. Je suis membre du conseil d'administration et on a bien eu donc des réponses, en fait
positions claires. En fait, les mécènes eux-mêmes, ils disent on n'est plus en situation de financer la crise économique, etc. C'est tout un tas de tel point que la fondation a perdu son siège puisque elle louait un siège et elle était obligée de renoncer à son siège parce qu'il n'a plus les moyens de payer le loyer. Donc je suis vraiment pessimiste du côté de la fondation de l'Islam de France. Après, on nous a aussi vendu le fait que l'Institut d'islamologie, l'Institut national IFI, l'Institut français de l'islamologie, allait faire quelque chose. Malheureusement, on est resté sur plutôt des études académiques où on a l'impression que c'est loin des préoccupations de nos concitoyens. Je pense que les recherches qui portées par l'IFI ne répondent pas vraiment aux attentes et aux préoccupations actuelles de l'Islam de France. Merci. Il y avait donc maintenant 2 questions pour Maître Guezguez. Celle sur la distinction entre racisme d'État et racisme chez certains agents de l'État et justement, d'où conséquence, une question portant sur quelles actions peut-on mener contre le ministre de l'Intérieur devant la Cour de justice de la République éventuellement par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors, sur la question, est-ce que c'est un racisme d'État ou est-ce que c'est un racisme d'homme d'État, d'une certaine façon, si je peux résumer, moi, j'ai du mal à faire la distinction. Lorsqu'ils prennent une décision, ils la prennent au nom de la République française. Les arrêtés, ils sont signés avec le logo avec la Marianne. Ils ont comment dirais-je, une mission, une autorité, ils sont représentants de l'État. En tant que tel, lorsque les représentants de l'État se comportent ainsi, ils signent des arrêtés qui sont discriminatoires, qui sont annulés par les juridictions administratives. Je considère qu'ils emportent la responsabilité de l'État. D'ailleurs, c'est l'État qui finit condamné. Lorsqu'on déclenche des procédures indemnitaires sur des préjudices économiques, financiers ou moraux, c'est l'État qui paye, ce n'est pas la poche du ministre de l'Intérieur ou du préfet qui prend la décision. Moi, je ne ferai pas de distinction en tant que tel. En tout état de cause, vous n'avez pas de réaction du côté d'autres représentants de l'État sur les prises de position d'intéressés. Lorsqu'il a dit à bas le voile, c'est passé comme une lettre à la poste. Que se serait-il passé s'il avait dit à bas la croix ou à bas la kippa? Vous imaginez? Pourtant, à bas le voile, il n'y a pas eu de sujet. Alors que dans Abba, il y a quand même abattre, hein, c'est transparent, c'est clair, c'est limpide et c'est bien raciste. Sur la question de savoir si le ministère de l'Intérieur, qui aurait pour mission la garantie de la liberté des cultes, ne peut pas être renvoyé devant la Cour de justice de la République. Alors j'ai déjà eu le sujet, puisque j'ai déjà saisi la Cour de justice de la République contre le ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Darmanin, Gérald Darmanin. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc, il y a une vidéo d'un imam qui circule sur les réseaux sociaux d'extrême droite. Gérald Darmanin contacte la mosquée en disant « Mais attendez, vous voyez comment il parle des femmes, il a dit que, dans le même prêche, il dit « Les hommes, faites attention à vos tenues », et puis il s'en prend aux femmes en disant « Les femmes, faites attention à vos tenues, ce ne sont pas des tenues islamiques ». En même temps, c'est un imam, donc il parle d'un référentiel religieux. C'est scandaleux, etc. Donc, vous dites à l'association de se débarrasser de l'imam. L'imam est parti, donc coup de pression sur l'association en disant « Si vous dégagez pas l'imam, on va vous fermer votre mosquée ». C'est comme ça que ça marche. L'imam est venu nous voir et on a saisi la Cour de justice de la République justement sur l'atteinte à la liberté de conscience, puisque concrètement, le ministre de l'Intérieur, puisqu'on a eu le courrier du préfet, on a eu le courrier du ministère de l'Intérieur au préfet, on a réussi à avoir ce courrier-là. Donc le ministre de l'Intérieur envoie un courrier au préfet pour dire intervenez sur la mosquée. Donc en fait, on avait la démonstration matérielle que le ministre de l'Intérieur était intervenu sur l'exercice du culte, puisque l'intéressé, l'imam, parlait dans le cadre d'un prêche, et ça fait partie du dogme islamique de parler de la tenue à l'occasion des prêches. Donc on a saisi la Cour de justice de la République en disant il y a une atteinte à la liberté religieuse,
il y a une atteinte à la liberté individuelle. La Cour de justice de la République, vous connaissez sa proposition, elle l'a classée en disant qu'il n'y avait pas matière à, et que c'était une décision individuelle de l'association, et que s'il y avait matière à contester, c'était de s'en prendre en fait à l'association qui avait décidé de se séparer de l'imam, et donc pas au ministère de l'Intérieur. Sauf que vous avez bien compris que l'association, en fait, elle n'avait pas le choix, et on n'allait pas, nous, imams, déposer plainte contre la mosquée qui avait accueilli l'intéressé depuis 5 ans. Ça aurait fait un sacré bazar, vous imaginez bien, et ça n'aurait pas été compris par beaucoup, d'autant plus qu'on avait la démonstration que c'était le ministère de l'Intérieur qui était derrière tout ça. Oui, la CGR elle existe, il y a des principes théoriques, il y a le code pénal, il y a la Constitution, mais la mise en œuvre est parfois assez difficile. Voilà. Désolé pour cette pointe de négativité, mais bon, après c'est le... Ça fait penser à ce qu'on a entendu hier, cette double violence, c'est-à-dire... c'est vrai, les musulmans, ils subissent quand même pas mal de discrimination, etc. etc. Comme potentiellement, ils sont eux-mêmes porteurs d'actes violents, on a le droit, on a une position comme ça qui est très, très déséquilibrée, au moins. Je voulais juste revenir sur vous savez qu'en ce moment, on fait toute une campagne sur la défense de l'état de droit, et je ne cesse aussi de dire à quel point l'état de droit en France est malgré tout fragile. Et l'existence même de la Cour de justice de la République, ça fait partie des fragilités de l'état de droit, puisque c'est donc une juridiction spéciale, spécifique pour les ministres. Donc c'est bien le fait on les protège à travers ça, donc on est bien sur une faiblesse, une fragilité de l'état de droit. Et la Ligue a également attaqué cette fois-ci M. Retailleau, pour faire quelque chose de plus récent, parce que Darmanin aussi, mais Retailleau pour des propos qu'il a tenus effectivement, mais pareil, ça a été classé de la même façon. Alors même que, alors je ne me souviens plus des propos tenus, mais ce sont des propos qui normalement devant les juridictions sont poursuivis. Et là, c'est du fait que c'était devant la CJR, rien. Après, la CJR, elle est composée de parlementaires, donc vous pensez bien que chacun se tient. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Moi j'ai une question concernant la jeunesse et notamment l'université, l'enseignement supérieur et aussi les écoles et les collèges et les lycées. Est-ce qu'on a une mesure de l'islamophobie dans l'enseignement? Alors aussi bien côté personnel enseignant que côté élève, de l'islamophobie subie en fait par les élèves et les enseignants de culture. Parce que en fait ça existe pour l'antisémitisme, et c'est bien parce que ça permet d'alerter justement ces dernières années sur la montée. Et ces derniers temps je me disais, est-ce que ça existe, est-ce que c'est possible, ça serait possible de justement faire un sondage ou des enquêtes là-dessus? Est-ce qu'il y a des plaintes que vous connaissez qui auraient été déposées pour des cas d'islamophobie qui viendraient justement de la jeunesse, parce que, voilà. À ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas il est vrai que le travail de recensement des actes anti-musulmans dont je parlais tout à l'heure, qui en fait aujourd'hui, malheureusement, même le CFCM, malgré l'existence de ses référents, il a très peu d'accès à l'information. Et ce genre bien sûr, ça interroge aussi notre responsabilité en tant qu'institution. On n'est pas encore suffisamment structuré pour pouvoir couvrir effectivement tous ces besoins. Aujourd'hui, le CFCM n'est pas présent dans une université pour recueillir les informations émanant des éventuelles informations émanant des étudiants. Je dirais même au sein de l'école tout court, même les parents, les élèves par exemple, ils ne viennent pas voir le CFCM pour... Le dépôt de plainte est très rare, c'est le cas de dire. En fait, les plaintes déposées portent souvent sur des actes qui ont été publiés dans la presse, c'est rare où on a un acte qui vient d'une manière spontanée saisir le CFCM.
Il y a eu même, j'avais regardé un peu à l'époque, il y avait une mère de famille dont son enfant a été racisé, victime de brutalité. Et le procureur avait retenu le caractère islamophobe de l'acte. Sa mère, elle est venue dire, en fait, non, c'est un problème, c'est juste une chamaillerie entre jeunes. Parce qu'en réalité, elle a été approchée lorsqu'elle a voulu déposer plainte, on lui a expliqué que si jamais ça s'ébruite dans la communauté, il risque d'y avoir des émeutes et vous aurez sous votre conscience les conséquences de cette émeute. Il y a eu plusieurs cas comme ça où des gens, même en allant au commissariat, on leur explique attention, si vous bruitez l'information, vous risquez d'être à l'origine d'une émeute. Et encore pour ceux qui arrivent au commissariat, parlons de ceux qui n'arrivent pas au commissariat. Ceux-là, ils sont arrivés au commissariat, ils ont fait l'effort et là, on les dissuade de déposer plainte presque. Parce qu'une fois on lui a dit il ne faut pas ébruiter, et on met les choses dans ce registre, on est dissuadé. Oui, c'est un peu la suite complémentaire. Il y a des associations qui s'occupaient de défendre les citoyens, jeunes, vieux, vieilles, jeunes, contre les actes islamophobes. Ces associations, il y a eu en particulier le CCIF qui a été dissous, il y a eu la CRI qui avait une dominance régionale qui a été dissoute, il y a le CCIF s'est autodissous et une partie de ses activités ont été reprises par ces comités contre l'islamophobie en Europe. On a vu qu'il y a quelques semaines, les équipes françaises du CCIE avaient été inquiétées. Alors, il y a une double question, information. Qu'est-ce qui se passe avec le CCIE? Je pense que vous vous occupez de cette histoire. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui en France d'avoir une structure qui dit on lutte contre l'islamophobie? La LDH le fait, mais c'est une organisation généraliste. Et sur ce créneau-là, est-il possible que les organisations se spécialisent? On attend toujours le droit. Alors je vais répondre. En fait, on en a parlé tout à l'heure, M. Moussaoui en a parlé tout à l'heure. Le fait même de reconnaître l'existence de l'islamophobie par certains représentants de l'État, c'est un problème. Donc lorsque le CCIF a dénoncé avec force ceux qui relèvent clairement de l'islamophobie d'État, on est venu leur coller l'incitation à la haine et ils ont été dissous. Je ne sais pas si c'est définitif, s'il n'y aura plus d'organisation spécialisée sur cette question-là en France, mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune organisation spécialisée sur ce domaine-là qui intervient exclusivement en France. Il y a bien le CCIE qui intervient en France, ça, il n'y a pas de sujet. Le CCIE, il a... Pardon ? L'association droit des musulmans, mais justement, ce que indiqué M. Moussaoui, c'est que actuellement, Adam Sofer, c'est association. Non, celle-là, c'est plutôt association de défense contre les discriminations Et les actes anti-musulmans. Adam, c'est A-D-D-A-M. C'est 2D, discrimination. Oui, je vois cette association, mais en tout cas, si elle intervient en tout cas dans le périmètre des actes de discrimination, on n'est pas sur une forme de recensement comme le fait et comme le faisait le CCIF. Donc il y a effectivement un sujet là-dessus. Sur la question du CCIE, effectivement, très récemment, donc les équipes françaises, parce qu'en fait le CCIE a des équipes qui travaillent en France sur les questions liées aux situations de discrimination en France. Ces personnes-là ont été placées en garde à vue pour reconstitution d'une organisation dissoute. Sauf qu'on démontrera, puisqu'il va y avoir un procès devant le tribunal de Cergy-Pontoise, qu'ils interviennent dans le cadre d'un champ complètement différent
que celui du CCF. Le CCE aujourd'hui, c'est une organisation européenne qui organise des événements, pas qu'en France, mais également au niveau de la Belgique, au niveau du Danemark, au niveau de l'Espagne. Et que si vous voulez, on est sorti complètement du périmètre du CCIF. Et tout ça fera l'objet de débat devant un tribunal correctionnel. Mais oui, il y a des volontés toujours d'intimidation pour empêcher le fonctionnement du CCIE. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, ça je peux vous le dire, il n'y a pas de secret particulier. À l'issue de cette garde à vue, a été imposée à l'ensemble des personnes mises en cause une interdiction d'entrer en contact. Et l'objectif qui était affiché par le procureur de la République, c'était d'empêcher le maintien de l'activité du CCE. Bon, si vous allez sur les pages Facebook du CCE, vous verrez qu'il continue à travailler. C'est bien la preuve qu'il tape complètement à côté, mais c'est de l'affichage politique qui est voulu par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que le point de départ, c'est un signalement de Gérald Darmanin, et le procureur qui diligeante les enquêtes, il a qui comme actuellement supérieur hiérarchique, Gérald Darmanin. Donc c'est Gérald Darmanin qui fait un signalement à Gérald Darmanin, procureur de la République, pour mener les gardes à vue et les investigations dont je parlais. Voilà. Donc oui, il y a un vrai sujet. On est toujours dans la même question de la représentativité, c'est-à-dire que lorsque la composante musulmane veut s'organiser, lorsqu'elle va avoir des établissements scolaires, lorsqu'elle va avoir des associations qui recensent spécifiquement ces questions-là, en fait, on les empêche par des mesures de rétention et c'est dommage. Merci beaucoup. Pour ne pas être incomplet, je pense que sur la sécurisation des lieux de culte, il faut que je reconnaisse que les pouvoirs publics avaient pris l'initiative de créer un fonds qui couvrait la sécurisation de nombreux lieux de culte, et notamment musulmans. Et je peux vous dire que beaucoup d'associations musulmanes qui pouvaient profiter de ce fonds ne le font pas. Et malgré que nous intervenons souvent à leur côté, parce qu'il y a aussi une forme de suspicion qui s'est créée autour de ces associations où les fidèles, parfois, les fidèles eux-mêmes, se révoltaient contre le responsable lorsqu'il voulait mettre un système de vidéosurveillance à l'intérieur des établissements. Parfois, donc, il y a un travail de pédagogie aussi à faire, même lorsqu'il y a des initiatives, de bonnes initiatives provenant des pouvoirs publics. Parfois, il y a un travail de pédagogie qui est absent et qui permettrait, au moins, dans ces cas particuliers, de faire bénéficier les musulmans de ces mesures positives. On retiendra bien ce manque de confiance, oui. Une dernière question, oui. D'accord. Alors, puisqu'il a été évoqué tout à l'heure la question du milieu scolaire, deux choses. D'abord, plutôt un témoignage, c'est-à-dire que, en ce qui concerne la loi de 2004, dans le milieu enseignant, les débats ont été rudes. J'étais parmi ceux qui plaidaient contre cette loi. J'ai pas toujours été majoritaire, y compris dans des syndicats progressistes et de gauche. Faut le savoir, ça identifie un peu aussi. Et la loi et le milieu. Deuxième chose, il a été évoqué l'université aussi. Alors je ne sais pas où on en est du paysage des associations étudiantes en milieu universitaire. Quand j'étais à l'université, il y avait une association, enfin c'était pas la semaine dernière, hein, ça fait 13 ans que je suis en retraite, il y avait une association universitaire qui s'appelait les étudiants musulmans de France, qui pointait, alors sur le fond, l'identité, la difficulté d'être musulman et tout ça, qui le faisait pas toujours avec une habileté extraordinaire, mais bon, et qui était accusé ou suspecté d'obscurantisme, ça. Donc je ne sais pas où en est maintenant le paysage des associations étudiantes en milieu universitaire.